Bonsoir et bienvenue à ce temps d'information sur Lumière du Monde Télévision. Au sommaire de ce journal qui sera largement dominé par le dossier malien, les Bamakois ne sont pas d'accord avec les sanctions de la CEDEAO. Vous verrez dans ce journal les réactions des autorités du pays et de la population. Et toujours au Mali, nous parlerons des impacts économiques de ces sanctions sur la population malienne. Au Tchad, il y a du nouveau dans l'affaire de la mort du colonel Nouradine, survenue le 9 décembre dernier. L'homme a été tué par balle par deux hommes à moto. Parmi les suspects figurent deux frères de Hilda Déby, l'ex-première dame du pays. Et puis en Allemagne, les restrictions contre la Covid-19 ne sont pas du goût de tout le monde. Des personnes ont manifesté pour dire leur mécontentement. Les autorités allemandes s'inquiètent du profil des manifestants et surtout de la radicalisation que prend le mouvement de contestation. Nous ouvrons ce journal avec cette information qui fait la une de l'actualité africaine. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont rendu public dimanche les sanctions contre le Mali en raison du retard pris dans le rétablissement d'un régime civil. Le Mali se voit donc isolé avec la fermeture des frontières, l'établissement d'un embargo commercial et le gel des avoirs du pays. La réaction des autorités maliennes et des Bamakois ne s'est pas fait attendre. Ils expriment leur déception de l'institution sous-régionale. Le Mali sous tension après les lourdes sanctions imposées par la CEDEAO et l'UMOA en raison de l'incapacité de la junte au pouvoir à organiser rapidement des élections. À Bamako, les habitants ne sont pas d'accord avec les restrictions annoncées dimanche, notamment la fermeture des frontières, l'embargo commercial et le gel des avoirs de l'État. Aujourd'hui, la CEDEAO, c'est un club. Et le club là, ça va à l'encontre de l'Afrique, ça va à l'encontre de l'Afrique, de la population ouest africaine. Donc, nous ne sommes pas partants avec cette décision. Ça ne nous surprend pas. La CEDEAO, là, actuellement, c'est le syndicat des chefs d'État. C'est le syndicat des chefs d'État. Nous, depuis 2012, nous sommes en embargo. Faire le bras de fer avec la CEDEAO, c'est pas bien parce que déjà, nous sommes aujourd'hui devant des sanctions qui, on ne sait pas où est-ce que ça pourra conduire notre pays. Ça c'est un. Mais deuxième point, si il faut que le Mali se libère, je pense que ce bras de fer est nécessaire pour la liberté du Mali. Un bras de fer avec la CEDEAO qui pourrait engendrer d'importants dommages économiques pour le Mali. Parlant toujours des réactions suite aux sanctions de la CEDEAO, les Maliens dans leur grande majorité dénoncent. Écoutons à présent la réaction de Amadou Maïga. Il est le premier secrétaire parlementaire du CNT, entendez le Conseil national de transition. Je condamne avec la dernière énergie, en tout cas, cette sanction inopportune et disproportionnée de la CEDEAO. Je pense qu'elle aurait pu s'en penser de cette sanction. Et je ne comprends pas du tout cette sanction dans la mesure où moi, j'étais du M5, la lutte héroïque qui a conduit en tout cas à la démission du président, son Excellence le colonel et son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Et nous, on n'est pas sortis non seulement que pour l'organisation des élections, mais nous sommes sortis parce que le peuple en avait marre. Nous sommes sortis parce que nous voulons une condition de vie acceptable et acceptée de tous les Maliens. Et aujourd'hui, la junte est venue au pouvoir parce que nous l'avons demandé, parce que nous l'avons voulu. Et cette junte, nous la soutenons avec toute l'énergie, en tout cas, qui nous anime. Et aujourd'hui, ils avaient dit qu'il y avait des voix discordantes au cours de leur sommet. Ils ont compris à travers aujourd'hui que non, ces voix discordantes n'étaient juste que des tapages. Ils avaient dit que ces colonels ne voulaient pas quitter le pouvoir. Et aujourd'hui, ils ont compris que c'est le peuple qui réclame, en tout cas, ces colonels au pouvoir. Ils avaient dit aussi que nous sommes incapables d'organiser des élections. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec la suspension du mot d'ordre des anciens signataires du 15 octobre, avec la lettre de la plus grande centrale syndicale, je pense qu'ils ont compris aujourd'hui que le peuple malien aspire en tout cas à un changement plus profond, à une refondation plus profonde. Moi, je vous donne comme exemple, c'est-à-dire l'Assemblée nationale du régime déchu. Je pense qu'en ce moment, il y avait non seulement la communauté internationale, il y avait la CEDEAO et tout l'arsenal juridique qui accompagne ce régime. Mais malgré tout, ils n'ont pas pu organiser les élections législatives et ils ont prolongé de 2 ans le mandat des députés. Aujourd'hui, la situation sécuritaire s'est dégradée
pendant un certain temps. Et aujourd'hui, ils nous demandent d'organiser des élections, sachant très bien que ce n'est pas possible et que les conditions ne sont pas réunies. Et surtout qu'on n'organise pas seulement que les élections législatives ou présidentielles, mais il y a aussi des élections communales que nous devons organiser. Et aujourd'hui, ce qu'ils oublient de dire, c'est que la situation sécuritaire s'est très nettement améliorée aujourd'hui dans certaines contrées de la République du Mali. C'est surtout ce qu'il faut dire et féliciter et dialoguer avec le gouvernement actuel du Mali pour pouvoir, bien entendu, accepter en tout cas les prises de sortie proposées par ce gouvernement de la République. Sinon, sans quoi vouloir aller aux sanctions, je pense que la sanction, en tout cas aujourd'hui, à l'heure actuelle, ces sanctions, d'abord, dans un premier temps, peuvent peut-être entraîner une inflation à un certain niveau et une raréfaction des denrées importées. Mais rassurez-vous, aujourd'hui, avec les équipes techniques du ministère de l'Économie et des Finances, moi je suis économiste, nous avons tenu beaucoup de réunions pour essayer de trouver des substituts, en tout cas à ces produits importés, pour que la crise ne puisse pas impacter, en tout cas pour que le choc puisse être atténué vis-à-vis de la population. Et aujourd'hui encore, nous avons aussi réuni en tout cas les associations des banques et établissements financiers pour pouvoir mesurer et évaluer exactement les ressources qui restent à l'État pour pouvoir subvenir aux besoins de la population. Les autorités maliennes disent rester dans la dynamique du dialogue. Le colonel Assimi Goïta a annoncé rester ouvert à la négociation avec la CEDEAO, ce après les sanctions de l'institution africaine qu'il juge d'illégales, d'illégitimes et d'inhumaines. Selon Goïta, l'engagement de la junte pour un retour à l'ordre constitutionnel normal n'a jamais failli. Qu'en est-il des impacts économiques de ces sanctions sur la population malienne et sur les entreprises du pays? Réaction à Bamako. Sur le campus de la faculté de Bamako, c'est un lundi presque comme les autres pour la grande majorité des étudiants. Pas pour Djelika et de nombreux étudiants venus de l'étranger. Les sanctions émises par la CEDEAO sont sur toutes les lèvres. Tous s'inquiètent de l'isolement du Mali. Moi, je viens du Bénin. Donc actuellement, je ne peux pas recevoir d'argent de mon papa. Je suis obligée de rester comme ça, sans rien. Donc après ça aussi, par rapport à la libre circulation des personnes et des biens, je pense que nous ne pourrons pas partir dans nos pays respectifs pour les vacances. On est obligé de rester au Mali avant la levée des sanctions. Dans son bureau, Ibrahima Sori fait ses comptes. Commerçant import-export, il tente de quantifier l'impact de cette fermeture des frontières sur ses activités. Personnellement, j'ai acheté des véhicules en Allemagne qui doivent arriver au port de Dakar plus tard le 25 de ce mois. Donc avec cette situation, je ne sais pas si je pourrais les récupérer ou pas. L'économie malienne est en danger. L'annonce du gel des avoirs de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest n'est pas pour rassurer les institutions financières. Geler les avoirs du Mali à la BCEAO, ça complique toute la situation. Parce que ces avoirs maliens n'appartiennent pas à la transition ni aux autorités de la transition. Donc pour nous déjà, c'est une sanction à l'endroit du peuple. C'est le peuple que la CEDEAO est en train de sanctionner. Ça revient à dire que ces avoirs de l'État ne pourront plus être utilisés même pour le paiement des salaires des fonctionnaires. À la télévision nationale, le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement, lit un communiqué. Il affirme que toutes les dispositions pour assurer l'approvisionnement normal du pays ont été prises et en réponse aux sanctions de la CEDEAO, le ton est martial. Sur la base de la réciprocité, le Mali décide de rappeler ses ambassadeurs accrédités dans les États membres de la CEDEAO et de la fermeture de ses frontières terrestres et aériennes avec les États concernés. Face à toute éventualité de déploiement de forces étrangères contre notre pays, le gouvernement du Mali appelle les forces de défense et de sécurité, ainsi que la population, à redoubler de vigilance. Et nous parlons toujours du dossier malien dans votre journal. Lors d'une adresse à la nation, le président malien de la transition, le colonel Assimi Goïta, a appelé tous les Maliens au rassemblement en vue de faire face aux sanctions prononcées par la CEDEAO. La question des Wagner au cœur de la discorde entre Français et Maliens. Les autorités maliennes disent ne pas reconnaître la présence des mercenaires Wagner sur leur territoire. Pourtant, de nombreuses sources attestent de leur présence. Au Mali, on parle de 400 à 405 mercenaires russes autour de la zone de Ségou. Ce sont les toutes premières images de la présence au Mali des hommes du groupe Wagner. Des mercenaires russes en tenue militaire, ne portant aucun insigne distinctif. Ce convoi de quelques hommes
se déplacent à bord de véhicules blindés dans le centre du Mali. Les photos ont été prises à la fin du mois de décembre dans la commune de Ségou, située à 200 km au nord-est de la capitale Bamako. Une présence désormais avérée pour une mission qui reste inconnue. À Bamako, les autorités de transition n'ont pour le moment admis que la présence d'instructeurs russes en mission de formation. Pourtant, la déflagration d'une mine le 3 janvier dernier au sud de Mopti a mis à mal la version officielle. Une explosion suivie d'affrontements entre Russes et djihadistes. Plusieurs sources affirment qu'un mercenaire russe a été tué. Le déploiement des hommes de Wagner est surveillé de près par les militaires français de l'opération Barkhane. Sur le terrain, la situation pourrait devenir délicate si Russes et Français venaient à se croiser. Pour le moment, les deux contingents sont déployés dans des zones différentes. Actualité africaine toujours, nous sommes au Tchad. Il y a du nouveau dans l'affaire de la mort du colonel Nouradine. Survenu le 9 décembre dernier, l'homme a été tué par balle par des hommes à moto. Parmi les suspects figurent deux frères de Hilda Déby, l'ex-première dame du pays. Les deux hommes sont toujours interrogés dans les locaux des renseignements généraux. Un litige foncier serait au cœur de cette affaire. Le ministre tchadien de la Sécurité publique s'est exprimé sur la mort du colonel. Selon le ministre, le défunt aurait lui-même orchestré les faits. La cellule a interrogé le compagnon du défunt Hassan Dirgue, qui a reconnu que le défunt lui-même a monté un scénario où il s'est blessé par une arme à feu à l'épaule droite et faire comprendre aux gens qu'on lui a tiré dessus par des inconnus pour gagner la maison objet de litige et qu'il a mis en exécution ce plan en sa présence. Et nous restons toujours sur le continent africain, le Nigeria à l'heure du numérique. Les autorités du pays annoncent un recensement entièrement numérique de la population, ce en mai prochain. Selon la Commission nationale de la population, ce recensement plus fiable donnera plus de crédibilité aux chiffres et fera taire les critiques. Au Nigeria, la Commission nationale de la population annonce une révolution dans le prochain recensement prévu en mai 2022. Il sera entièrement numérique. La CNP est prête à relever le défi et faire taire les critiques grâce notamment à des données cartographiques déjà installées dans son système qui devront permettre un recensement fiable et crédible. 99% des 36 États ont déjà été démarqués. Il ne reste que 2 zones dans l'État de Kaduna qui n'ont pas encore été étudiées. L'autre enjeu sur lequel la CNP s'est voulue rassurante, c'est la question de la sécurité pendant ces campagnes. Pour cela, elle appelle les autorités de Kaduna à œuvrer pour le succès de ces campagnes. Kaduna, situé dans le nord, est le 3e État le plus peuplé du Nigeria. Un agent de la CNP a déjà été tué lors d'une opération de recensement. L'homme suspecté d'être à l'origine de l'incendie qui a ravagé le Parlement sud-africain le 2 janvier au Cap a fait sa deuxième comparution devant le tribunal. Zandil Christmas Maffé, c'est son nom. Il a été accusé de terrorisme. De nombreuses voix s'élèvent pourtant pour réclamer la libération de ce sans-abri, présenté comme un bouc émissaire selon certaines langues. Le suspect de l'incendie du Parlement sud-africain de retour au tribunal, Zandile Christmas Maffé, 49 ans, a comparu pour la deuxième fois devant le tribunal mardi. Soupçonné d'avoir déclenché l'incendie qui a ravagé le Parlement le 2 janvier dernier au Cap, il avait été arrêté aux alentours du complexe le jour même. Le suspect est accusé de s'être initialement introduit par effraction au Parlement et d'incendie criminel avec l'intention de voler des biens, notamment des ordinateurs portables, de la vaisselle et des documents. Maffé anime les débats en Afrique du Sud depuis son arrestation. Décrit comme un sans-abri par les médias locaux, il est soutenu par des Sud-Africains qui demandent sa libération. La semaine dernière, un rapport préliminaire de la ville du Cap a indiqué que le système de détection des incendies était défectueux et qu'il n'avait pas été entretenu depuis 2017.
Ailleurs dans l'actualité, nous parlons d'une information triste. Le président du Parlement européen, le socialiste démocrate italien David Sassoli est décédé dans la nuit de lundi à mardi en Italie à l'âge de 65 ans. Lundi, dans l'après-midi, son porte-parole avait annoncé son hospitalisation à raison d'une complication grave due à un dysfonctionnement de son système immunitaire. Le président du Parlement européen, David Sassoli, est décédé dans la nuit de ce lundi à mardi à l'âge de 65 ans. La veille, son porte-parole avait annoncé son hospitalisation en raison d'une complication grave due à un dysfonctionnement du système immunitaire et l'annulation de ses activités officielles. Par le passé, David Sassoli avait déjà souffert d'une leucémie. Il avait également été hospitalisé cet automne pour une pneumonie qu'il avait tenu éloigné du Parlement pendant plusieurs semaines. Né à Florence en 1956, David Sassoli avait choisi le journalisme après des études de sciences politiques. Il a intégré la RAI, la télévision publique italienne en 1992, avant d'en devenir l'un des présentateurs vedettes. Le social-démocrate italien présidait le Parlement européen depuis 2019. En Allemagne, les restrictions contre la Covid-19 ne sont pas du goût de tout le monde. Des personnes ont manifesté pour dire leur mécontentement. Les autorités allemandes s'inquiètent du profil des manifestants et surtout de la radicalisation que prend le mouvement de contestation. Une manifestation contre les restrictions sanitaires un lundi soir à Bautzen, une petite ville allemande de la Saxe dans l'ex-Allemagne de l'Est. Comme dans d'autres villes à travers le pays et comme d'autres jours précédents, des centaines de manifestants non masqués et pour certains cagoulés défilent dans les rues contre les mesures sanitaires du gouvernement. Dans les cortèges, les militants les plus radicaux, dont des hooligans. Pour ce professeur à l'Université libre de Berlin, le risque vient de cette radicalisation du mouvement. Nous avons remarqué, dit-il, beaucoup plus d'appels à la violence contre des officiels, des journalistes et contre d'autres représentants des opinions dites dominantes. Et c'est là que nous pouvons voir un danger. Les manifestations le lundi ont une portée symbolique en Allemagne. En 1989, c'est aussi les lundis que se rassemblaient les opposants au régime communiste est-allemand. Si le maire de Bautzen se montre tolérant vis-à-vis des manifestants et de leurs revendications, il dénonce en revanche cette tendance progressive vers une radicalisation du mouvement anti-corona. Vous pouvez être contre les règles sanitaires, dit-il, mais il peut arriver que vous vous retrouviez par erreur dans une manifestation où se trouvent 100 ou 150 néo-nazis. Et lorsque vous avez été témoin de cela une ou deux fois, vous devez vous demander si vous voulez vraiment vous retrouver dans la rue avec des nazis. Est-ce que je veux manifester avec des nazis? Je le dis très clairement, ce n'est pas normal. D'autres manifestations ont lieu également dans l'ouest de l'Allemagne. Si elles rassemblent en majorité des militants pacifiques, elles continuent malgré tout de préoccuper les autorités. Nous pouvons maintenant parler d'un véritable mouvement de protestation ici en Allemagne, car nous avons eu plusieurs vagues de mobilisation au fil du temps. C'est aussi un mouvement qui devient plus structuré et organisé. Ces manifestations sont soutenues par environ 15% de la population allemande, selon des sondages. Mais la composition aujourd'hui de certains cortèges pourrait à terme décrédibiliser le mouvement. Et nous ouvrons à présent la page de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN. Le match Maroc-Ghana a été l'une des attractions de la deuxième journée de cette compétition. Le Maroc a disposé des Black Stars du Ghana d'1-0 grâce à une réalisation de Safiane Boufal à la 83e minute. Nous écoutons la réaction du sélectionneur marocain Vaïd Halilhodzic. Ceci qui me préoccupe aujourd'hui ce soir, les blessures et les gars qui ont Covid. Est-ce que je veux récupérer, vous savez, j'aimerais bien récupérer trois attaquants au milieu et comme ça, parce que il nous manque beaucoup. Si on est complet, si on est au top forme avec cette équipe du Maroc, il est capable d'aller très très loin.
CAN toujours, le Sénégal a fait hier son entrée dans cette 33e édition de la messe du football africain en battant d'1-0 l'équipe du Zimbabwe sur un pénalty réalisé par Sadio Mané. Réaction des Sénégalais après la rencontre. Pas de collectif, il n'y a aucun fond de jeu, c'est vraiment déplorable quoi. Si match bi dañu war na gagner parce que am nañ ay occasion yu bëri da war na dugg ci biir match bi mais pas ay penalty. Bon, je crois qu'ils ont bien joué, mais par contre l'entraîneur doit avoir sa stratégie un peu. Religion à présent pour clore ce journal. L'église évangélique Les Amis de Jésus, 6 à Koumassi-Remblai, à Abidjan, la capitale ivoirienne, a organisé le vendredi 26 décembre 2021 un culte spécial dénommé Journée de dons. L'activité a eu pour thème « Donnez-leur vous-même à manger ». D'importantes quantités de vivres ont été distribuées à cette cérémonie de partage en faveur des indigents. Christelle Cobalt. C'est une foule compacte et joyeuse qui a pris d'assaut le dimanche 26 décembre 2021 les locaux de l'église évangélique Les Amis de Jésus, 6 à Koumassi-Remblai à Abidjan, pour recevoir gracieusement des vivres offerts par la dite communauté à l'occasion d'un culte spécial dénommé la Journée de dons. Tout y était bien orchestré pour accueillir des invités venus de divers horizons. Ces derniers ont pris une part active à ce culte spécial ponctué d'intenses moments de louange, d'adoration, le tout couronné de messages sur la thématique « Donnez-leur vous-même à manger ». Le message a été donné par le révérend prophète Tienon Ebajak. Isaïe 58, verset 10 dit ceci: « Si tu as donné ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. » S'en est suivi l'étape de distribution des dons. Tous les invités, sans exception, sont repartis les bras chargés de vivres. Je suis très contente, très contente. J'ai dit merci à l'homme de Dieu. C'est un fidèle qui m'a invité. J'ai reçu un riz avec l'huile. Je vais aller donner à ma maman, on va préparer là où tout ça va manger. Je n'avais pas quelque chose même. Je n'avais rien. Je ne savais pas quoi manger. Et je suis vraiment contente de recevoir ce don. Au terme de ce culte spécial, le révérend prophète Tienon Ebajak, président fondateur de l'église évangélique Les Amis de Jésus, a exposé les motivations et objectifs de la journée de don. Pour nous, c'est un ordre de la part du Seigneur qui nous a dit de partager notre pain avec nos frères et sœurs. Et cette fois-ci, le Seigneur a voulu qu'en dehors de l'église, d'autres personnes en bénéficient. Voilà, il ne faut pas rester qu'à l'église. Voilà, c'est pour cela que l'accent est mis sur nos frères et sœurs, des musulmans, tous ceux de bouddhistes, en tout cas, tous gens, toutes personnes de tous bords. Le Seigneur a été clair lorsqu'il a reçu de ses disciples 5 pains et 2 poissons. Voilà. Il a dit aussi qu'après l'enseignement, il fallait donc faire asseoir le peuple, dans ce texte que nous avons lu, dans le Matthieu. Et lorsque le peuple fut assis, eh bien, il a permis à ce qu'ils ne repartent pas à la maison sans rien manger. Voilà. Vous savez, il y a la nourriture spirituelle qui est la parole du Seigneur, mais aussi la nourriture physique pour soutenir le corps physique. Voilà. Il ne suffit pas seulement d'écouter la parole, mais s'il est possible de leur donner la nourriture physique, eh bien, c'est tout à fait normal qu'on leur demande de venir prendre leur part, parce que c'est une chose qui est dans le cadre de la volonté de Dieu. Notons que l'église évangélique Les Amis de Jésus n'est pas à sa première édition de la journée de dons. Depuis plus de 20 ans, elle organise annuellement ces moments de partage pour venir en aide aux nécessiteux. C'est ici que se referme ce journal. Nous avons pris, comme de tradition, beaucoup de plaisir à vous le présenter. Merci, bonsoir. Dieu vous bénisse.